Bonjour tout le monde. Audrey et moi, on est vraiment super contentes d'être ici parmi vous aujourd'hui. Merci à la Fondation de nous avoir invités, de nous donner la voix pour partager notre histoire qui va peut-être rejoindre certains d'entre vous. Comme le titre l'indique, un diagnostic, deux réalités. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de la perception de l'une et l'autre par rapport au diagnostic, au traitement, aux récidives et à l'avenir. Donc, avant de commencer, ce que je veux vous dire, qui était Cathy, l'original, la version 1.0. J'étais une mère de famille de 2 adolescents. J'avais 35 ans. J'étais technicienne juridique. J'étais très active. Je m'entraînais, je faisais de la course à pied, beaucoup de défis sportifs. On voyageait beaucoup. Je vivais ma vie à 200 000 à l'heure. J'étais le genre de fille qui disait, genre, j'ai pas le temps d'être malade. Et je me considérais en santé. À cette époque-là, je dirais que j'avais vraiment une vie presque parfaite. Bien, moi aussi, en 2011, en fait, j'avais une vie presque parfaite, autant parfaite que peut l'être une vie d'une adolescente de 15 ans quand même. Là. Mais donc, j'avais 15 ans, j'étudiais au collège privé, au secondaire, je jouais au basketball, j'étais en santé, autant active que ma mère l'était, évidemment. J'étais en garde partagée, donc une semaine chez mon père, une semaine chez ma mère. Et c'est à l'âge de 15 ans, là, le 28 avril 2011, en fait, que notre vie a complètement changé. Alors, c'est ça, c'est le 28 avril 2011 que j'ai reçu un diagnostic de tumeur cérébrale bénigne. Euh, euh, une- euh, Quand on me dit que c'était une tumeur bénigne, en fait, pour moi, ça sonnait très banal. Maintenant, je suis contente parce que le réseau médical tend à aller vers le thème non malin plutôt que bénigne. Et je trouve que ça a vraiment un impact. Les mots ont un impact. En tout cas, dans mon cas, ça a été ça. Donc, moi, je n'ai pas été en état de choc du tout lorsque j'ai appris que j'avais une tumeur, parce que pour moi, c'était bénin, c'était banal et ma vie n'était pas en danger. Donc, j'ai plutôt été en mode action-réaction. J'ai immédiatement demandé c'était quoi les prochaines étapes. On m'a expliqué que j'aurais une opération, suivie de traitement de chimio et peut-être de radio. J'avais décidé de ne pas en parler à personne parce que pour moi, c'était banal, parce que je ne voulais pas déranger personne, je ne voulais pas stresser personne avec ça. J'avais décidé, donc seulement mon conjoint et ma soeur étaient au courant. Pendant le week-end, avant l'opération, mon conjoint et ma soeur m'ont convaincue, en fait, il y avait des arguments quand même solides à dire c'est une opération sous anesthésie générale de plusieurs heures, c'est dans le cerveau. Il y avait des risques pour moi pour la vision. M'ont convaincu que s'il arrivait quelque chose, mes enfants n'étaient pas au courant, il y aurait peut-être beaucoup de questions par après. Donc, j'ai décidé de l'annoncer à mes enfants et à ma mère. Il y a des moments comme ça dans une vie qui sont très, très marquants, puis dont on se souvient là, de manière vive là, pour le reste de notre vie, puis ça en fait partie. En fait, on revenait de chez mon père, puis là, ma mère nous prend dans ma chambre comme si de rien n'était. Là. Demain, vous allez manquer un cours à l'école, on va aller chez le médecin, rien de grave, ça sera pas bien long, puis on va retourner à l'école après. Puis là, c'est bien rare qu'on va à l'hôpital avec nos parents si on a une grippe ou quelque chose comme ça. Fait que là, on se posait beaucoup de questions. À ce moment-là, je lui ai demandé si c'était un cancer. Elle m'a dit non. Je lui ai demandé si c'était une tumeur, puis j'ai pas eu de réponse. Puis c'est à ce moment-là qu'on a eu l'impression qu'il y avait quelque chose d'un peu plus grave qui se produisait. Le lendemain, on va à l'hôpital, puis c'est beaucoup d'écrans, des mots avec plusieurs syllabes que je ne comprends pas, des spécialistes qui expliquent plein de choses, qui essaient de verbaliser, que je ne comprends pas. Et tout le monde autour de moi pleure, tout le monde est en panique. Ma mère surfe sur sa vague de neutralité, de Wonder Woman, qui n'a pas de problème. Puis moi, j'ai l'impression d'être comme dans les annonces à la télévision, là, j'entends plus rien, puis je suis comme engourdie. C'était démesuré comme annonce, puis c'est quelque chose de tellement intangible. J'imagine qu'à n'importe quel âge, c'est dur d'apprendre ce genre de diagnostic-là, mais à 15 ans, avec le bagage de vie qu'on a, c'est complètement démesuré là, de faire face à ce diagnostic-là.
Puis, 1h30 après, j'étais dans mon cours d'éducation physique. Puis là, c'est comme si de rien n'était, puis il faut continuer d'avancer. Fait que ça a vraiment été un mois difficile, là, mettons, avant l'opération. Puis là, non seulement le diagnostic de la tumeur, mais vient aussi avec les traitements immédiats, puis l'opération pratiquement immédiatement, là. Fait que ça a vraiment déboulé très, 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 très vite, là, suite à l'annonce. Donc, c'est le 13 mai 2011 que j'ai subi ma première opération. Une résection. L'opération s'est bien déroulée, en fait, parce que, je me suis réveillée. La tumeur a été retirée à 70 Pourquoi 70? C'est en fait pour la qualité de vie, parce que moi, j'avais un grand risque de perte de mon champ visuel. Donc, le médecin a pesé les pour et les contre, puis en sont venus à la décision de pas le retirer complètement. Au réveil, je ne voyais plus, mais la vision est revenue progressivement. Donc, quand je suis sortie des soins intensifs, la vue était revenue. Et je ne sais pas si parmi vous, il y a d'autres gens qui ont expérimenté ça, mais moi, je me suis ramassée avec des super pouvoirs de super-héros. J'avais une audition incroyable. On dirait que j'entendais fois 1000. Je disais que j'avais des oreilles bioniques. Donc, j'étais une super-héros avec des oreilles bioniques. Alors, lorsqu'ils m'ont transférée de la chambre des soins intensifs à ma chambre, à 4, il y avait 3 lits d'occupés avec plein de visites pour voir ces gens-là. Ça avait l'air d'un beach party. Moi, j'étais là, j'arrive sur mon lit incliné avec ma fève verte, je suis malade. J'entends tout comme s'il y avait un amplificateur et je ne sais pas à qui il faut adresser. Il faudrait se pencher sur la question, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une transition entre les soins palliatifs et la chambre à 4? Parce que ce fut tout un choc. Moi, à l'hôpital, ça n'a pas bien été. J'ai été une semaine malade complètement, presque alité. Je gardais rien. Pour se rendre compte à la fin, c'était peut-être que je réagissais mal au Dilaudid. Mais une semaine alité, lorsqu'on revient à la maison, on est faible. Et là, j'ai eu des petites frustrations. J'avais de la misère. Quand je montais les marches, j'étais essoufflée. Prendre ma douche, rester longtemps debout, j'étais étourdie. Donc, j'écoutais pas la télé, je pouvais pas écouter la télé, je pouvais pas lire. Moi, j'étais une fille super active. Fait que là, on me demandait de prendre soin de moi puis de me reposer, chose que j'avais comme jamais fait. Alors, ça a vraiment été une période difficile. S'ensuit après les traitements de chimio. Donc, j'ai fait 15 cycles de T-modal à la maison, par voie orale, étalée sur à peu près 17 mois, là, parce que j'ai été hospitalisée, j'ai eu des transfusions de concentrés plaquettaires. Mais c'est ça s'est quand même pas pire déroulé. Physiquement, mentalement, ça a été une autre histoire. Tout à l'heure, je parlais des baumes banals. Les gens aussi le prennent comme ça. Moi, je me suis fait dire par un proche, tout de suite quand j'ai commencé mes traitements de chimio, voyons que tu ne vas pas travailler pendant tes traitements de chimio. Il y a du monde qui ont des vrais cancers puis qui travaillent pareil. Moi, ces mots-là m'ont résonné beaucoup. Je suis une fille super perfectionniste, très orgueilleuse. Je me suis autoflagellée vraiment pendant tous mes traitements de chimio. Pas autoflagellée physiquement, mais mentalement. Je me suis fait mal pour rien, mais j'ai même, consulté. Pourquoi je vous partage ce moment-là qui est quand même assez personnel? C'est que je veux vous dire de ne pas mettre d'énergie à vous faire mal en vous comparant avec d'autres personnes ou avec vous-même, avec qui vous étiez avant. Il n'y a rien de banal à avoir une tumeur cérébrale de bas grade. On n'a pas une bébé anesthésie ou une bébé opération. On n'a pas des bébés traitement de chimio non plus. Les séquelles sont là puis sont vraies. Donc, le pouvoir des mots, maintenant, comme je le disais, c'est le fun, mais ils utilisent plus de façon mondiale le mot non malin. Puis pour moi, non malin, ça me convient plus que de dire
bénigne, banale. Donc, c'est ça. Fait que je voulais vraiment vous dire, s'il vous plaît, ne perdez pas de temps à vous autoflageller, puis à porter le poids des mots, qu'il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe dans votre vie, vous garochent comme ça. Donc, c'est ça. Puis ça a été une période difficile pour moi aussi. En fait, après l'opération, ma mère revient à la maison. Puis c'est à ce moment-là que j'ai été en garde pleine ou à peu près là, complète chez ma mère. Puis là, ben vraiment, il y a eu un gros choc. C'est là que j'ai frappé mon mur. Ça a été la période la plus difficile pour moi aussi. C'est à cette période-là que j'ai dû consulter moi aussi. Là, heureusement, on a été bien accompagnés là, à l'hôpital. Mais là, il y a eu une inversion de rôle parce qu'une mère dans une famille, c'est vraiment un pilier. C'est vraiment quelqu'un de fort puis qui nous aide quand on a de la peine, quand on fait de l'insomnie, c'est elle qui se lève la nuit pour venir nous voir. Quand on est malade, elle s'occupe de nous. Et là, du jour au lendemain, bien, moi, j'ai 16 ans, puis ma mère n'est pas capable de prendre sa douche toute seule parce qu'elle n'est pas capable de se tenir debout, puis elle n'est pas capable de monter les marches parce qu'elle est trop faible, puis elle n'est pas capable de se faire à manger non plus. Fait que ça a vraiment été une inversion de rôle complètement. Puis là, à 16 ans, bien, j'ai dû aider ma mère là, comme elle m'aidait depuis ma naissance, en fait. Là, puis j'ai dû prendre soin d'elle. Fait que c'est sûr que ça a été vraiment un gros choc. Puis cette inversion de rôle-là, ça s'est ressenti sur plusieurs années par après parce que on prend soin l'une de l'autre à travers la maladie, mais ça a définitivement été, les traitements de chimio, là, ça a été difficile à gérer. Heureusement, elle a bien répondu à ces traitements-là, mais ça a quand même été, au niveau psychologique, là, ça a été très, très dur sur la famille. Puis comme tout le monde réagit de manière différente à la maladie, puis c'est bien correct, ça aussi, c'est le genre de problème qu'on a dû faire face, moi et mon frère, entre autres, parce qu'on n'a pas réagi de la même façon au traitement que ma mère recevait. D'une part, les traitements de chimio, de l'autre part, la médication, parce que ma mère a eu de la médication pour de l'épilepsie en même temps. J'avais une mère qui était patiente et très calme avant la médication pour l'épilepsie. Puis là, tout d'un coup, là, elle faisait des grosses crises là, à l'épicerie. Là, puis elle était souvent fâchée à cause de ses médicaments. Fait que ça a été, là, on en rit maintenant parce que, bon, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, évidemment. Mais ça a été une période d'adaptation aussi avec les dosages de médication puis tout ça. Donc là, je me ramassais avec quelqu'un qui était complètement différent de la personne que j'avais avant comme mère. Puis c'est encore à ce jour une adaptation continuelle qu'on a à faire, et elle et moi. C'est une nouvelle relation mère-fille qu'on a depuis son réveil de sa première opération. Là. Donc, après ça, j'ai les jambes qui shake. Si c'est une alarme de feu, c'est un peu inquiétant. Ça fait pas partie de la présentation. Ah, c'est ça. C'était pas voulu. C'est pas un effet sonore, là. Juste voir si... Oui, elle nous a dit d'attendre. On peut continuer? Ben, elle nous a dit d'attendre. Oui. Ça va? C'est des enfants qui ont joué avec les... Pas de problème. Oui, c'est ça. Donc, par la suite, il y a eu le retour au travail. Donc, un retour au travail progressif, initialement prévu sur 3 mois, qui s'est étiré sur une année complète. Par la suite, la vie prend son cours voyons, j'ai comme un petit blanc. Ah oui, c'est ça, il y a une perte d'emploi, par la suite, restructuration administrative. Et à ce moment-là, je me remets en question un peu, puis je me dis, tiens, j'ai le goût de relever des nouveaux défis. Pourquoi pas? Et je change complètement de secteur. Donc, moi, j'étais en juridique, je m'en vais en comptabilité. Donc, 2015, là, pour moi, la page était tournée. La maladie était loin derrière nous. J'allais bien, mes fonctions, parce que j'avais eu des problèmes de concentration et de mémoire à court terme, ça s'était atténué. Fait que ça allait quand même bien. Mon champ périphérique gauche, j'avais perdu un petit peu, mais c'était vraiment très peu. Donc, tout ça était derrière nous. On continuait d'avancer. Fait qu'en 2015, je m'inscris au cégep pour retourner à l'école. Et je m'inscris à 5 défis sportifs.
février 2015, lors d'un contrôle médical, j'ai reçu un diagnostic de récidive. Le diagnostic de récidive, pour moi, c'est là que j'ai saisi, que j'ai réalisé concrètement que j'allais cohabiter avec la maladie pour le reste de ma vie. C'est là que ça a fait bang, pas en 2011. Là, à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que j'aurais toujours comme une petite épée Damoclès. Tu sais, ça va revenir, mais on ne sait pas quand. Donc, en 2015, j'ai été chanceuse. Je n'ai pas eu à subir une deuxième opération, seulement faire des cycles de chimiothérapie. Donc, j'ai pu, à travers mes cycles de chimiothérapie, quand même relever 3 de mes 5 défis sportifs pour lesquels je m'étais entraînée. Bon, je n'ai pas battu des records, mais je les ai faits. Et j'ai recommencé l'école. Oui, fait que la récidive, en fait, c'est un mot qui est très lourd de conséquences. Hein? Par le même principe que ma mère vient de l'exposer, bien évidemment, on se rend compte que finalement, on fait des opérations, on fait des traitements, puis on pense qu'on a gagné. Finalement, on n'a pas gagné. Puis au moment de la récidive, quand on reçoit l'annonce, bien, c'est sûr qu'on se dit, non seulement on repart à zéro, en fait, on repart à moins 20 parce que là, on a déjà eu une opération, on a déjà fait des traitements de chimio, on a déjà brûlé des cartes de notre jeu, puis il nous en reste de moins en moins. Puis des fois, c'est difficile à gérer. En fait, j'ai pas le choix d'être honnête puis de vous dire qu'encore aujourd'hui, à 23 ans, c'est les récidives, c'est quelque chose d'excessivement dur à gérer parce que c'est ça, c'est vraiment quelque chose qu'on sait qui va arriver. On sait pas quand, on sait jamais dans quelle mesure, est-ce que ça va être grave, est-ce que ça le sera pas. Puis c'est quelque chose de très intangible puis d'incontrôlable, malheureusement. Puis ça fait partie, de la maladie, mais c'est ce qui est le plus difficile, je pense, là, à gérer à travers tout ça. Évidemment, on essaie de rester positif, mais à chaque annonce de récidive, c'est toujours le même combat qu'on a. Est-ce qu'on opère? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on fait des traitements de chimio? Est-ce qu'on attend? Puis cette attente-là est vraiment désagréable. Là. C'est dur à vivre au quotidien. Puis c'est effectivement à ce moment-là qu'on a tout le monde réalisé, je pense que ça allait maintenant être notre nouvelle réalité, là, les diagnostics de récidive, puis les traitements là, continuels là, au cours de notre vie. Là. Donc, en septembre 2016, j'entreprenais ma dernière session pour obtenir mon diplôme et lors d'un contrôle, mon médecin m'annonce la nouvelle d'une deuxième récidive. Cette fois-ci, elle a pris la décision d'attendre pour l'opération. C'est ça, elle voulait voir la progression, donc on n'a pas fait de move. J'ai cependant fait une pause à mes études. Janvier 2017, je la rencontre, puis la tumeur était stable. Donc, la stratégie était d'attendre qu'elle se réveille. Bon, moi, je ne voulais pas rester chez nous à attendre. Je suis retournée sur le marché du travail pendant ce temps-là. Puis, l'inévitable est arrivé. Novembre 2017, la tumeur est de retour et cette fois-ci, elle semble démontrer des signes d'agressivité. Elle serait probablement maligne. Donc, la semaine suivante, soit le 6 décembre 2017, je subis ma deuxième opération qui s'est bien déroulée. C'est une résection complète. Donc, c'est vraiment mon cerveau, même si on voit la Radio-Canada, c'est parce que j'ai fait un petit reportage, mais c'est vraiment ma tête. Donc, résection complète de la tumeur avec des séquelles. Cependant, j'ai perdu une bonne partie de mon champ visuel. L'opération s'est bien déroulée. J'ai récupéré super vite cette fois-là, complètement différent de la première expérience. Donc, le 6 décembre, j'étais opérée. Le 9 décembre, j'étais à la maison. Donc, c'était vraiment, c'était vraiment différent comme expérience. Ensuite, j'ai commencé la chimio. Donc, janvier 2018, je commence la chimio. Puis, suite à la chimio, j'ai entrepris ma 3e session que j'avais mise sur pause. Là, j'ai frappé un autre mur parce que mes problèmes de concentration puis de mémoire étaient vraiment... Je le sentais, mais là, je l'ai vécu de façon in your face. Je suis arrivée à l'école, je n'étais pas capable de suivre. Donc, je veux parler d'un sujet important. Voyons, pardon. Oui, c'est ça. L'aide, les services de réussite.
Donc, dans chaque établissement du Québec d'enseignement, ils offrent des services adaptés, et qu'on soit adulte ou enfant. Et pourquoi je vous le dis, c'est que moi, si je n'avais pas eu ces services adaptés-là, j'aurais probablement pas complété ma 3e session. Et je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont le rêve de retourner aux études, mais dû à des séquelles, soit de mobilité visuelle, auditive, ils se disent « Ah, ça se peut pas, je peux pas y retourner », mais ils sont très bien outillés, je vous le dis, c'est fascinant les outils qu'ils ont, les programmes qu'ils ont d'intervention. S'il vous plaît, ne faites pas un X sur vos rêves. Si vous souhaitez retourner aux études, il existe des ressources pour vous aider vraiment, c'est ça, à accomplir vos rêves. D'ailleurs, je vais abuser de vous aujourd'hui pour souligner que ma mère, elle a complété son diplôme mercredi cette semaine. On est fiers de toi. Donc, mercredi cette semaine, elle a complété son dernier examen, puis elle a enfin terminé son cours. Puis moi, j'ai été témoin de ça aussi, là, les ressources à l'école, ça l'a vraiment beaucoup aidé. Au début, elle ne voulait pas s'en servir pour ne pas avoir de traitement de pitié. Ce n'est pas des traitements de pitié, c'est de l'aide qui est fortement et amplement méritée. Puis c'est de l'aide qui lui a permis de compléter son diplôme haut la main, d'ailleurs, avec probablement la meilleure note de sa cohorte, là. Puis vraiment, ça a fait une grosse différence. Donc, moi aussi, j'encourage n'importe qui à utiliser ces services-là. Ils sont super bien outillés. Puis non seulement ça lui a donné des outils à l'école pour mieux performer, mais ces outils-là se transposent aussi dans son quotidien. Puis c'est des outils qui lui permettent de gérer là, ses stress puis ses tâches au quotidien, notamment au niveau de la concentration. Puis tout ça, ça l'a beaucoup aidé. Donc, bref, là, tout ça nous outille à regarder vers l'avenir, à essayer de rester positif là, malgré les récidives puis tout ça. Cette année, on a encore des projets communs d'événements sportifs. Donc, le Kilimanjaro, à chaque année, nous, on est inscrits puis on participe activement. Donc, cette année, on est encore inscrite. Puis, définitivement, c'est quelque chose qu'on va continuer de faire, là, de faire des sports ensemble puis des activités sportives parce que c'est toujours quelque chose qui nous a permis de rester proches, moi et ma mère. Fait qu'on essaie de rester positif puis de regarder vers l'avant puis de continuer d'avancer dans tout ça, là. Moi, pour ce qui est de l'avenir, à court terme, récemment, j'ai rencontré mon médecin et une version 4.0 s'en vient. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai une récidive à nouveau. Malheureusement, je n'ai pas de date, fait qu'on est encore dans l'attente. Je la revois en janvier. On va peut-être avoir un plan de match rendu là. D'ici là, je vais passer des tests supplémentaires. En plus de l'IRM, il va y avoir la spectroscopie puis tout ça, juste pour s'assurer là, qu'il n'y a pas de développement plus agressif. Donc, c'est ça. Dans un avenir approché, ça va être ça. Mais on a plein de beaux rêves puis plein de projets ensemble. Et je sais qu'on a terminé, on n'a plus de temps, mais je veux prendre un temps pour remercier la Fondation et vous dire à quel point c'est important de faire de la sensibilisation pour les tumeurs au cerveau. Toutes les conférenciers ont été unanimes. Je veux dire, puis c'est pas les premières conférences que j'assiste. Et la recherche avance beaucoup. Ça donne espoir, mais la recherche, ça ne se fait pas sans sous. Donc, ça prend du financement. Le financement, on l'obtient comment? C'est par des donateurs. Donc, si on partage, si on sensibilise les gens à la cause, lors d'événements de levée de fonds, on va avoir une plus grande réception, si on veut. On va avoir peut-être probablement plus de donateurs. Donc, s'il vous plaît, oui, le 24 octobre, on porte la tuque, mais aussi à tous les jours, patients ou proches aidants, partagez avec vos collègues de travail, votre famille. Partagez aussi ce que la Fondation met sur leur site Internet. Puis c'est ça, parce que la recherche, ça change des vies. J'en suis la preuve. Ça nous donne... nous, on a la chance d'avoir quand même une très bonne qualité de vie, puis on est très privilégiés. On sait que ce n'est pas toujours le cas pour chacun des diagnostics, mais je pense que l'avenir, vraiment, nous donne un bel espoir que la recherche fait des grands progrès. Puis, bon, on ne sera jamais guéri, comme le docteur Fortin le disait, mais on va avoir une qualité de vie intéressante. Merci.